Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Real Insiders. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain en Suisse. Vous êtes prêts? Let's go! Salut Aurore, merci de participer au podcast Real Insiders. Salut Joël, merci beaucoup pour l'invitation, plaisir d'être avec toi. Merci beaucoup. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Aurore Muller-Godard, je suis chef d'entreprise et je gère l'entreprise Godard Énergie, une entreprise que mon père a fondée il y a un peu plus de 34 ans. D'accord. Donc, on est une entreprise générale d'électricité, on accompagne notre clientèle dans la transition énergétique grâce à notre savoir-faire d'électricité. Et je suis économiste d'entreprise de formation et j'ai fait un MBA à l'HEC de Genève. Génial. Et j'ai aussi vu dans ton profil LinkedIn notamment que tu as travaillé 12 ans chez Nestlé avant de racheter Godard Énergie, l'entreprise donc familiale. Est-ce que c'était prévu depuis le début ou tu as eu un déclic? Comment ça s'est fait en fait? En effet, j'ai travaillé durant 12 ans au sein de Nestlé. Donc après mon MBA, on a eu la chance avec mon mari de pouvoir partir vivre au Mexique durant 4 ans. Et suite à cette expérience, je me suis rendu compte que je voulais prendre un rôle actif dans notre économie et gérer une entreprise. Donc j'ai eu l'opportunité de racheter Guy Godard SA à l'époque en 2022, donc l'entreprise familiale. Oui. Et puis un de mes objectifs personnels était de pouvoir impacter positivement notre environnement et jouer un rôle social fort. Alors après, c'était pas tout à fait prévu dès le départ de reprendre l'entreprise familiale. Mais je dirais que c'était pas non plus complètement étranger à mon aspiration profonde. Oui. J'ai toujours eu le désir en fait de porter une vision, de développer quelque chose, de bâtir quelque chose. Mais pendant longtemps en fait, je pensais que j'allais le faire en dehors de l'entreprise familiale, tout simplement parce que mes frères y travaillaient déjà. D'accord. Donc voilà. Puis dans un premier temps, si tu veux, j'ai d'abord exploré de reprendre une entreprise en dehors. Et puis pour la petite histoire, en fait, j'étais enceinte de 7 mois. Et je vais voir une société de trading en PME avec l'objectif de reprendre une structure. Okay. Et j'arrive vers le trader et je lui dis, voilà, j'aimerais reprendre une entreprise. Il me dit, oui, très bien, dans quel secteur? Je suis pas tout à fait au clair. Et puis comment est-ce que vous allez la financer? Je suis pas encore tout à fait au clair. Il me dit, Madame Godard, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Puis à ce moment-là, je me rappelle très bien, il me dit, mais vos parents, ils font quoi dans la vie? Je dis, voilà, ils ont une entreprise d'électricité. D'accord. Ils ont quel âge? 60 ans. OK. Et c'est qui va reprendre cette entreprise? Écoutez, pour le moment, c'est pas encore totalement défini parce que mes frères sont en train d'y réfléchir. Et à ce moment-là, il y a une petite lumière qui s'est allumée et puis ça a déclenché les premières discussions familiales. Puis après, comme souvent, tu le sais, ça prend du temps. Il faut que les décisions elles mûrissent et puis ça prend. Voilà, il a fallu avoir quelques discussions familiales pour arriver à la partie de la question suivante. Voilà, arriver à la conclusion que mes frères ne souhaitaient pas forcément continuer dans cette voie. Donc, et après, pour moi, plus que de reprendre Godard Énergie, c'était peut-être aussi une opportunité de continuer à écrire une histoire, à pérenniser l'entreprise, puis de se réinventer. Ok, et puis reprendre une boîte familiale, c'est souvent un mix entre fierté, comme tu le disais, pression, responsabilité et nouvelle approche. Qu'est-ce qui était le plus challengeant pour toi dans cette passation de flambeau finalement? C'est clair, j'ai eu de la chance de pouvoir reprendre une entreprise avec des bases solides, une bonne réputation, bien implantée au niveau local, mais l'enjeu était de taille. Je devais pérenniser l'entreprise tout en adaptant les axes de développement économique, comme la mise en place de nouveaux départements. Donc depuis 5 ans, on a mis en place, on a beaucoup diversifié nos secteurs. Donc on a mis en place un bureau d'études qui donne du soutien à tous les différents départements de l'entreprise. Secteur dépannage avec des petites et moyennes installations, la rénovation d'appartements, de bars d'immeubles, du neuf avec autant de la villa que des logements jusqu'à 80 locatifs. Okay. Et puis toute la partie énergie renouvelable. Et puis effectivement, on a eu donc les panneaux solaires, les bornes de recharge. Et puis c'est clair que de développer ces nouveaux secteurs, ça demande quand même un investissement autant de temps que financier et forcément un apprentissage et de compétences. Donc on a dû apprendre en compétences et ça, moi j'ai un petit peu minimisé le temps que ça allait nous prendre pour devenir vraiment des pros du solaire. Okay. Donc maintenant on l'est, mais il nous aurait fallu 3 ans avec quelques chantiers exactement pour pouvoir apprendre correctement. Ok. Alors c'est sûr que de toute façon ça se fait pas en 2 jours. Aujourd'hui donc tu diriges Godard Énergie dans un contexte de transition
écologique très fort. Hein, c'est vraiment la thématique du moment. Selon toi, quels sont les plus gros défis que le secteur de l'énergie doit relever ces prochaines années? Alors moi, je dirais que le secteur de l'énergie, c'est clair, il est au cœur de la transition écologique. Puis avec cette position centrale, il y a bon nombre de défis à relever. Bien sûr. Et puis on doit massivement travailler sur notre mix énergétique, que ce soit au niveau de l'hydraulique, de l'éolien, du solaire, et comment est-ce qu'on va intégrer tout ça dans notre réseau électrique actuel. Oui. Donc ça implique de moderniser nos infrastructures et puis de développer aussi des solutions liées au stockage d'énergie. Ouais. Donc pour moi, un des enjeux clés, c'est l'équilibre entre la production énergétique et la stabilité du réseau électrique. Donc, on doit réduire notre consommation d'énergie, améliorer l'efficacité des bâtiments. Donc, c'est clair qu'il y a beaucoup de challenges pour les propriétaires de rénover, améliorer les processus industriels. Mais ça passe aussi par des politiques publiques plus ambitieuses, des innovations technologiques et puis forcément des changements de comportement. Et puis aussi de réglementation. J'en parlais avec d'autres personnes qui ont fait mon podcast. Des fois, c'est un peu tortueux quand même, toutes ces réglementations. On veut faire des choses, mais ça parle pas entre les départements et donc ça devient vite, des fois, démotivant finalement d'engager tous les process nécessaires à la fixation des bons objectifs, pardon. Oui, bien entendu. On voit que dans certaines procédures administratives, ça peut vite être décourageant pour les propriétaires. Donc, effectivement, ça pourrait être allégé. Ça serait bénéfique pour tout le monde. Ok. Un autre enjeu que nous, on voit, c'est la consommation énergétique. C'est vrai qu'on voit qu'il est essentiel de consommer là où on produit. Oui. Donc, c'est vrai que nous, on essaye de pousser au maximum le stockage énergétique, déjà parce que ça permet aux propriétaires, en fait, d'avoir deux leviers. Un levier économique, parce que c'est clair que le prix de rachat, il baisse sans arrêt. Donc, ça permet d'utiliser l'énergie qui est produite durant la journée, le soir. Donc, c'est clair que c'est un véritable levier. Puis après, pour nous, il y a une autre dimension qui est très importante et qui nous tient beaucoup à cœur chez Godard Énergie, c'est la question de la main-d'œuvre qualifiée. Oui. Parce que je pense que tu as déjà dû entendre, il y a passablement de pénurie de main-d'œuvre, autant dans la partie électrique que photovoltaïque. Au milieu de la construction, partout. Un peu partout, effectivement, mais dans nos métiers encore plus. Et justement, c'est comment faire pour garder des standards de qualité élevés et une sécurité qui est essentielle, et attirer et fidéliser les talents qui sont actuellement chez nous. Oui. Donc nous, on a pris le pari de la formation continue. Donc on a plus de 10% de notre effectif qui se forme aujourd'hui, que ça soit pour des apprentissages en cours d'emploi, des brevets de chefs de projet, chefs de chantier. Et puis en fait, je suis convaincue que le capital humain, c'est la clé de la réussite énergétique de demain. Ouais, alors ça, j'en suis aussi convaincu. Et c'est une bonne chose d'avoir les gens en formation, parce que généralement, on voit tout de suite que ces profils qui sont très compétents et des fois jeunes et qui ont envie d'apprendre sont souvent très fidèles à leur entreprise par la suite. Du moment qu'après on leur fait monter, disons, les échelons. Voilà, monter en compétences. Exactement. On va parler un petit peu plus business parce qu'en ce moment, tu es assez présente, entre guillemets, médiatiquement. Je pense que c'est le fruit d'une stratégie qui a été pensée ou par opportunité. Quelle est ta stratégie, toi, pour identifier et approcher les bonnes personnes pour finalement décrocher des mandats, par exemple? Alors, dans la stratégie pour identifier puis approcher les bons interlocuteurs, il y a plusieurs dynamiques qui s'entrecroisent, mais elles ont toutes un point commun, c'est la construction d'une relation de confiance. Oui. Et puis, c'est sûr que depuis 34 ans, Godard Énergie bénéficie d'un ancrage territorial fort, et puis on est connu dans le tissu local, donc on est visible, on est présent, on s'investit, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi également la reconnaissance de l'expertise, le travail de qualité, c'est nos équipes qui s'investissent, qui s'engagent, c'est une réputation de fiabilité, et tout ça peut amener à justement à décrocher des mandats. Donc c'est cette combinaison entre ancrage local et qualité d'exécution qui, à notre avis, ouvre des portes. Oui. Puis après, il faut pas oublier, il y a une autre dimension qui est un petit peu plus formelle, et plus classique, j'ai envie de dire, c'est la demande de soumission. Ok. Donc là encore, c'est sûr, on va recevoir des appels d'offres, on va y répondre, mais c'est pas juste répondre à un appel d'offres, c'est connaître le marché, quels sont les prix, quels sont les besoins, est-ce qu'il y a des optimisations possibles quand on répond à ces marchés. Donc pour nous, c'est vraiment le résultat entre notre positionnement et puis le travail de nos équipes qui nous permettent de décrocher des mandats. Après, bien sûr, le prix est souvent un élément important. Ouais, tout à fait. Et alors, ça me permet de rebondir à ma prochaine question. Il y a aussi une dimension, en tout cas, moi, c'est
c'est l'idée que je me fais finalement de Godard Énergie et de toi en tant que responsable, enfin directrice, administratrice. Tu me disais en off que tu avais plusieurs casquettes au sein de l'entreprise, mais aussi une dimension de porte-drapeau, et je pense que tu incarnes bien finalement ton entreprise. Quelle est la place justement du personal branding dans ta stratégie d'entreprise? Parce que je viens de te voir par exemple dans le monde économique aujourd'hui, tu fais partie d'autres réseaux qui sont hyper intéressants, on va en discuter après. Quelle est la place que prend aujourd'hui ce fameux terme personal branding chez toi? Alors pour moi, le personal branding, c'est vraiment un levier complémentaire. En fait, ça permet d'amener un rayonnement plus grand à Godard Énergie. Oui. Et puis, c'est vraiment porter la vision de l'entreprise, la rendre compréhensible, accessible à l'extérieur. Oui. Et puis, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, je suis convaincue qu'on a un rôle à jouer. On incarne vraiment l'image de l'entreprise. Et puis, ça veut dire qu'on met notre parole, notre image, notre présence au service de la mission de l'entreprise. Oui. Donc, pour moi, quand un dirigeant participe à des conférences, s'engage dans des réseaux ou prend la parole dans les médias, ça a pour but de créer des opportunités. Mais c'est surtout renforcer la partie de la légitimité. Oui. Et puis, ça donne une certaine confiance parce que je pense que la posture qu'on a, l'engagement qu'on a, ça démontre aussi les valeurs de la personne qui gère l'entreprise. Donc, pour moi, le personal branding, ça doit toujours avoir l'optique d'être un outil, d'être aligné aux valeurs et à la vision de l'entreprise. Ok. Donc, finalement, rester authentique, mais essayer de le diffuser un peu au plus grand nombre, quoi. L'authenticité, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Ouais. C'est la clé. Et tu fais aussi partie du cercle suisse des administratrices. Pourquoi c'est important pour toi de t'investir dans ce type de réseau? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est aussi en 2 mots? Parce que c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant. Alors, c'est sûr que rejoindre des réseaux de femmes tels que le Cercle suisse des administratrices, c'est une décision qui est à la fois naturelle et stratégique. Pourquoi? C'est clair qu'en tant que femme dirigeante, j'ai ressenti le besoin aussi de pouvoir échanger avec d'autres femmes qui partagent les mêmes enjeux, les mêmes doutes, les mêmes ambitions. Donc en fait, il y a une richesse, je trouve vraiment énorme à pouvoir parler sans filtre, et puis d'aborder des sujets qu'on évoque rarement au sein d'autres organisations ou cercles. Et après, c'est aussi une démarche stratégique parce que je suis convaincue que la mixité puis que la diversité, elle a vraiment un avantage dans les instances de gouvernance et puis que ça permet d'avancer. Puis je pense que le cercle des administratrices le fait très bien, mais vraiment ça en valeur. Et puis c'est vraiment dans l'optique de changer les repères collectifs. Donc ça, je trouve profondément transformateur. D'accord. Et est-ce que tu ressens encore aujourd'hui, toi, des freins ou des biais en tant que femme dirigeante dans un secteur qui historiquement était plutôt masculin ou pas du tout? Bon, alors c'est vrai que c'est une question qu'on me pose régulièrement. Souvent, j'imagine. Voilà. Alors, écoute, personnellement, je ressens pas de frein. Je crois qu'au-delà du biais de genre, la vraie question, c'est qu'est-ce qui fait progresser l'entreprise, qu'est-ce qui répond aux attentes de nos clients, de nos collaborateurs. Et puis, je pense qu'on gère une entreprise, on le fait de manière engagée, on le fait. Et ça fonctionne même si c'est un système plutôt masculin. Oui. Donc de nouveau, on revient à cette fameuse authenticité qui est pour moi la clé. Donc c'est l'impact qu'on génère, c'est la qualité de la vision, la capacité à rassembler les équipes, à faire avancer les choses. Et puis justement comme je le disais, je m'engage dans la formation continue, dans la transition énergétique. On a une optique d'être vraiment nous-mêmes. Et puis si tu regardes dernièrement, quand on a présenté nos objectifs 2025, les deux valeurs fortes pour 2025, c'était l'authenticité et l'excellence. Okay. C'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'instaurer. Et puis ce qu'on recherche, à mon avis, nos clients aujourd'hui, c'est des partenaires qui sont fiables, qui sont engagés et humains. Puis au final, ça rien à voir avec le genre. Ça colle un peu avec l'immobilier qui est fondamentalement local et on n'est pas dans une démarche internationale aussi. Exact. Mais c'était rigolo parce que on en discutait un peu des fois. Tu me disais que des fois il faut un peu plus prouver que les autres pour entre guillemets être à niveau. C'est pour ça que je te posais cette question sur qu'est-ce qu'il y avait quelques freins en tant que femme dirigeante dans un milieu un petit peu masculin, un peu plus masculin, pardon. Après, je dirais que je pense que la jante féminine, bon, encore, je parle bien sûr pour moi-même. Souvent, on a un niveau d'exigence qui est assez élevé. Donc, par exemple, si on va nous proposer d'intervenir sur certains sujets qu'on maîtrise pas forcément à 100%, on aura plus tendance à peut-être décliner,
alors que peut-être la jante masculine va dire ben voilà, je suis au point à 80%, donc j'y vais. Et ça, je pense, c'est vraiment quelque chose que nous, en tant que femmes, on peut apprendre des messieurs. C'est justement aussi d'avoir confiance. Et puis, on n'a pas besoin d'être à 100% si on est à 85, ça va aussi. Faut y aller. Okay. Trop bien. Et vous avez aussi été reconnu pour votre engagement en faveur de la diversité, notamment avec le prix de la diversité décerné par Économie Région Lausanne. Ça, je trouve hyper intéressant. Concrètement, ça veut dire quoi pour toi, intégrer la diversité dans ton entreprise? Pour moi, intégrer la diversité, c'est vraiment intégrer une vision profondément humaine du rôle de l'entreprise dans la société. D'accord. Donc, chez Godard Énergie, en fait, cet engagement, il remonte à mon père, qui a toujours considéré que la richesse d'une équipe, elle vient de la diversité des parcours, des cultures, des expériences de vie. Puis mon père, il a été un des premiers à accueillir et à former des apprentis migrants. Et puis, il a vraiment misé sur le potentiel plutôt que sur les qualifications. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et puis, on continue vraiment à œuvrer dans ce sens. Et puis, on offre la possibilité à de jeunes migrants de venir en pré-apprentissage, justement, pour qu'ils puissent apprendre la langue, qu'ils soient plus à l'aise, puis leur donner les meilleures chances de pouvoir réussir leur apprentissage. Mais aujourd'hui, on compte à peu près 60 collaborateurs de 15 nationalités différentes. Mais au-delà des origines, en fait, c'est vraiment ce qu'on voit, c'est des histoires de vie, c'est des compétences. Ça, en fait, ça vient enrichir notre entreprise. Bien sûr. Et puis, par contre, il faut accompagner, il faut soutenir, il faut valoriser tout ça. Oui. Et une de nos valeurs, c'est l'égalité. Et vraiment, c'est important de construire des bonnes conditions pour que nos collaborateurs puissent évoluer correctement. Et je pense que ce que ça provoque qu'on a une entreprise plus forte, plus résiliente. Oui. Donc on est ancré dans la réalité de notre environnement. Et puis ça peut générer. Moi, je l'ai jamais vécu, mais on pourrait presque en faire un podcast juste avec cette question qui dure 1 heure. Mais je pense que grâce à ça aussi, vous avez des collaborateurs qui sont très fidèles, très reconnaissants, qui peut-être par rapport à d'autres structures, s'il doit faire une heure sup pour dire peut-être qu'il va la faire, en fermant les yeux parce qu'il sait aussi que vous leur avez apporté quelque chose qui va bien au-delà du travail, qui est les intégrer dans une société qui est peut-être a priori un peu réticente. Enfin, je parle comme ça, mais je sais pas si c'est la réalité des choses, mais. En effet, nous, on a une grande chance, c'est qu'on a une équipe qui s'entend extrêmement bien, qui intègre toutes les personnes, même des personnes ne parlant pas français. Puis c'est vraiment une grande richesse. Et en fait, moi, j'apprends énormément de nos collaborateurs qui viennent de pays avec des difficultés. Enfin, c'est vraiment chaque fête de Noël, on pense aux familles qui sont dans des pays en guerre et puis on se rend compte aussi de la chance qu'on a d'être en Suisse. Et puis voilà, on donne l'opportunité à ces personnes de pouvoir s'intégrer en Suisse et d'avoir un métier, de pouvoir vraiment on crée aussi de l'emploi comme ça. Génial. En tout cas, bravo pour cette initiative parce que je trouve ça génial. Et si tu devais prodiguer un conseil à une jeune femme qui veut se lancer ou reprendre une entreprise familiale, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, l'entrepreneuriat, encore plus reprendre une entreprise familiale, c'est une aventure qui demande de la détermination. Oui. Pour moi, c'est essentiel de bien s'entourer parce que je pense qu'on réussit pas seul. Donc, avoir autour de soi des personnes avec qui on peut échanger, on peut partager des idées, se remettre en question, c'est vraiment une ressource inestimable. Oui. Par contre, ça vaut autant pour les cercles professionnels que pour les cercles personnels. Et puis souvent, quand on a une entreprise, il y a une charge mentale qui va avec, forcément. Oui, bien sûr. Puis le fait d'avoir un équilibre avec sa sphère privée, d'avoir une famille qui nous soutient, ça nous permet de tenir sur la durée. Donc, dans mon cas, avoir une famille, avoir des collaborateurs engagés, des mentors bienveillants, ça m'a beaucoup aidé. Oui. Et après, j'ai une petite citation que je trouve intéressante. C'est un rêve écrit avec une date devient un objectif. Décomposé en plusieurs étapes devient un plan. Soutenu par des actions devient une réalité. Donc, il faut oser pour se lancer. Par contre, c'est important d'avoir un plan. Et Bien puis, sûr. Même s'il y a des moments de doute, au final, il y aura toujours un apprentissage. Oui. Et ça permettra à la personne de prendre confiance en elle. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une magnifique aventure où on apprend autant à se découvrir soi-même que de travailler sur un projet. Bien sûr. C'est génial. Si je pouvais le résumer, c'est aussi un truc que j'aime bien, c'est peu importe l'objectif, ce qui compte, c'est le chemin. Parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Parce que finalement, alors je sais pas toi, mais en tout cas, moi, c'est ça. C'est que dès que j'ai réussi à atteindre un objectif, je regarde pas en arrière. Je regarde toujours en avant. Et il y a des gens qui me disent, mais c'est incroyable ce que tu as fait. Et en fait, moi, je m'en fous complètement. Je regarde toujours ce qui vient après. Parce que ce qui me plaît,
c'est le processus pour y arriver en fait. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc je te rejoins complètement dans ces bons conseils que tu donnes pour des personnes qui souhaiteraient entreprendre ou reprendre une entreprise telle. Et profiter du chemin, c'est important. Aussi. Parce que des fois le chemin il passe vite et puis et des fois on l'oublie aussi. On se rend pas compte. Y aurait-il une question que tu aurais voulu que je te pose? Où est-ce qu'on se projette dans 10 ans chez Godard Énergie, par exemple. Écoute, dans 10 ans, on envisage un développement régional élargi sur la Suisse romande avec une pérennisation des actions qu'on a entreprises aujourd'hui, que ce soit au niveau social, au niveau de l'inclusion, au niveau de la transition énergétique, peut-être avec des solutions encore plus innovantes et performantes qu'aujourd'hui. Toujours avoir cette même qualité d'exécution et puis on aimerait pouvoir renforcer notre présence dans le tissu économique régional, contribuer, créer des emplois et puis la satisfaction de nos clients et de nos employés reste un de nos moteurs. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast Real Insider. Je trouve que c'était hyper intéressant. Le podcast sortira dans 2 semaines. Bravo pour tout ce que tu as fait et tout ce que vous faites. Et puis peut-être qu'on fera le point d'ici quelques années pour voir si vous avez atteint tous vos objectifs. Merci Joël pour l'invitation. J'ai eu beaucoup de plaisir. Merci à toi. Salut.